qui nous prêtent la salle, mais aussi différentes associations et syndicats, la Ligue des droits de l'homme du Puy-de-Dôme, Attaque 63, Solidaire, la CGT Éducation, le syndicat des avocats de France, l'UD, l'Union départementale de la CGT, et la Fédération syndicale unitaire 63. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui traite évidemment de la police à travers cet ouvrage. Police, loi de l'Omerta, sous-titre « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule ». Un titre explicite. Et bon, moi-même, plus jeune, il m'est arrivé d'avoir des rapports un peu rugueux avec la police. Quand j'étais jeune militant, lycéen, par exemple des gardes à vue illégales, etc., qui ont duré quelque temps, puis d'autres choses, donc je ne vais pas évoquer ma vie, etc. Et je sais que dans la salle aussi, je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui sont frottées à la police, etc. Et peut-être même y a-t-il des personnes qui ont été victimes aussi de la police, enfin victimes quelquefois graves. Bon, pourtant, il ne s'agit pas de faire de cette soirée le procès de l'institution, mais plutôt d'entendre ces voix venues des entrailles de la bête, qui n'est pas devenue totalement immonde, mais on peut avoir des craintes quelquefois. Et j'en profite pour rappeler à la mémoire de tous, et pour lui rendre un hommage à un de ceux qui se sont attachés à l'observation des actions de la police pendant longtemps, une sorte de précurseur, Maurice Rachefus, que d'aucuns connaissent, et qui est mort il y a à peine 3 ans, etc., qui était né de parents immigrés juifs polonais, et qui, en juillet 1942, au moment de la rafle de Veldiv, a vu ses parents emportés par la police. Enfin, lui-même, avec sa sœur, il était arrêté, et puis ils ont profité, parce qu'ils étaient en dessous, il avait 14 ans, et à Drancy, je crois qu'il a pu partir, etc. Donc les parents ne sont jamais revenus, mais lui a été sauvé. Et déjà, premier traumatisme avec la police qui est devenue nationale sous le régime de Pétain. Elle ne l'était pas auparavant. Et puis, bon, même si c'est un corps qui a été assez épuré à la Libération, mais pas totalement, on a eu quelques exemples. Le plus connu, c'est Maurice Papon, qui a sévi bien après, etc. Mais bon, en même temps, le corps a été véritablement épuré. Il y a eu, etc., à la différence de la justice, qui, elle, ne l'a pas été vraiment. Et en 68, bon, par exemple, Rachefus, il constate, un jour, il descend de chez lui, et puis un jeune se fait éclater dans la rue par des policiers, et ça le révulse, etc. Et à partir de ce moment-là, et jusqu'à quasiment sa mort, quoi, il va recenser méticuleusement, alors il n'y a pas les moyens informatiques d'aujourd'hui, mais archiver tout un certain nombre de méfaits et de bavures de la police. Et des archives existent, elles sont fournies, etc. Et je crois qu'elles sont conservées à la bibliothèque de documentation contemporaine, dit la contemporaine. Bon, alors, pour en venir au livre qui va nous être présenté, alors, moi je tiens à souligner différentes choses. C'est déjà, alors il faut le lire, le livre, déjà le courage d'Agnès et de Fabien, et puis des 4 autres personnes qui témoignent à visage découvert, à non découvert, etc., contre leur hiérarchie, contre l'institution et contre les leurs. Et bon, j'avoue qu'à certains moments, j'ai été obligé de lâcher, de déposer le livre sur certains témoignages, parce que, notamment celui de Jean-Marc, où j'ai l'impression d'aller de Karim en syllabes. On se demande comment vont se sortir
d'affaires ces personnes. Alors, voilà, je voulais souligner ça, et la hauteur de risque au pluriel hein, qu'ils prennent, qu'ils ont pris, encore aujourd'hui. Je pense qu'Agnès, tu pourras nous parler, si tu veux, de ce qui était arrivé il y a quelques semaines au tribunal de Nanterre. Enfin, s'il y a des choses à dire là-dessus, je ne sais pas. Voilà, donc on a des personnes qui entrent dans la police parce que souvent ils sont animés d'un idéal de faire respecter la loi commune, et au fur et à mesure de leur affectation dans différents endroits, etc., on se rend compte de quoi? Qu'il y a des manquements à la déontologie, des violences, de la corruption, du racisme, des faux en écriture, et plein d'autres dérives hors la loi. Et alors, je vais rappeler 2 articles. Le premier, c'est l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et le second article, c'est l'article 40 du Code de procédure pénale, que vous connaissez parfaitement. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Voilà, donc ça a été votre cas, c'était le cas de tous. Et ils sont rentrés dans la police par idéal et ils sont rendus à l'évidence qu'au sein même de leurs unités, que la loi pouvait être inobservée, bafouée, foulée aux pieds, y compris par la hiérarchie et aussi par l'organisme qui est chargé de contrôler les actes de la police, à savoir l'IGPN. Et nous, citoyens, citoyennes, on sait ça. Parce que nous-mêmes, parfois, on a été exposés, on a pu expérimenter, plus ou moins douloureusement, certaines des pratiques policières, des arrestations injustifiées, des abus de pouvoir, des violences inutiles, parfois jusqu'à la mort, d'ailleurs, dans cette ville, hein, on a un cas. On les connaît aussi parce qu'il est de plus en plus difficile de cacher certains agissements délétères de cette institution. Tout le monde déteste la police. On scandait des milliers de manifestants lors de la loi travail ou les gilets jaunes, les gilets jaunes, hein, où il y a eu le plus grand nombre d'éborgnés, de mutilés, etc., qu'il n'y avait jamais eu, je crois, dans l'histoire de la répression ou du maintien de l'ordre. Quel ordre? Et puis aussi les meurtres racistes impunis. Et là, c'est pareil. On peut se référer à des études où il y a des dizaines, voire des centaines de meurtres depuis les années 60, meurtres racistes de la police qui n'ont jamais été punis. Alors, comment on peut détester des personnes qui viennent de la police et qui, au fond, ont les mêmes interrogations que nous et qui, peut-être, en collaboration avec la population, permettront de transformer ou pas cette police. Mais en tout cas, ils sentent comme nous le danger pour la démocratie de notre pays. Donc je compte sur l'audience pour lancer le débat tout à l'heure, et puis, je ne sais pas, il y a des multiples questions. Hein. La police, est-ce qu'elle empêche la criminalité? Et si elle ne nous protège pas, à quoi elle sert? Et faut-il l'abolir? Alors là, il y a par exemple des théories hein, qui existent en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, pour abolir la police. Alors ça ne veut pas dire qu'on abolit l'ordre, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Et est-ce qu'une autre police est possible? Est-ce qu'elle est perfectible? Ou pas? Et si elle l'est, comment peut-on faire et pourquoi? Vous avez 5 heures. Alors, je vais arrêter là parce que bon,
Non, mais je vais leur demander l'un après l'autre de se présenter brièvement, et puis après je vous laisse la parole. Et voilà. Je vous en prie, c'est à vous. C'est moi qui lance. Alors déjà, l'article 40 du Code de procédure pénale, il faut savoir que la plupart des policiers ne le connaissent pas. Et ceux qui le connaissent ne l'appliquent pas. Donc, autrement dit, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est gentil de l'avoir rappelé quand même. Par où commencer? Alors, pas contrairement, mais en tout cas, je sais que quand moi j'ai voulu rentrer dans la police, j'étais toute petite, donc ça c'est quelque chose qui n'est pas venu. Je me suis pas dit à 18 ans, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je savais que je voulais faire ça, donc je ne me suis pas posé la question et je suis partie faire des études de droit. Mais je ne voulais pas rentrer dans la police pour faire respecter la loi, je voulais rentrer dans la police pour être au service des gens. Et c'est pas la même. C'est pas les mêmes types de personnalités suivant ce qu'on va faire respecter la loi, c'est quelque chose qui va se situer au niveau du mental. Se mettre au service des autres, c'est quelque chose qui se situe au niveau du cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui rentrent dans la police pour se mettre au service des gens et donc qui ont cette empathie qui est déjà là. Et qui rentrent avec cette bonne volonté, cette empathie, cette naïveté, et puis une fois qu'ils sont dedans, là il y a un énorme écart entre ce qu'on va leur demander de faire, ce qu'on leur donne la possibilité de faire et ce qu'ils voudraient faire. Et au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, ils vont petit à petit s'oublier, s'auto-censurer, se rendre parfois malades, etc. Voilà. Et je fais une généralité là-dessus parce qu'il y en a quand même beaucoup, même si on ne les entend pas, parce que justement ils ferment leur gueule. Donc moi, quand je suis rentrée dans la police, j'étais déjà pas toute jeune parce que j'avais 25 ans, parce que j'ai fait des études avant de rentrer, puis j'ai un peu voyagé. Donc j'ai pris mon temps, mais j'ai passé des concours, je les ai ratés, donc j'ai eu plusieurs échecs, et puis j'ai fini par y arriver, par retrouver ce chemin que j'avais toujours voulu faire. Et je suis rentrée en école d'officier parce que j'avais 5 ans après le bac et que du coup je pouvais passer des concours d'officier et de commissaire. Et quand je suis rentrée dans l'école des officiers, alors déjà il a fallu, ça dure 1 an et demi, donc c'est très très long. Et quand on passe les concours, c'est très intense parce qu'il y a énormément de travail, puis il y a le stress qui va avec, de savoir si oui ou non on va réussir sa vie, c'est-à-dire rentrer dans l'école. Et quand on arrive dans l'école, il y a une espèce de gros frein, c'est-à-dire que vous venez de passer 1 an à bachoter, mais comme jamais j'ai bachoté dans ma vie. Et puis arrivé dans l'école, vous vous retrouvez avec tout un tas de parcours différents, c'est-à-dire les externes comme moi qui ont plus 3, 4 et 5, et ceux qui sont passés en interne et qui sont post-bac, voire qui n'ont pas le bac, parce qu'il y a aussi les agents de sécurité qui peuvent passer des concours en interne et qui n'ont pas besoin d'avoir de diplôme pour ça. Et l'école, alors je parle de l'école des officiers parce que pour les commissaires c'est pas la même chose, mais pour l'école des officiers, le nivellement se fait par le bas, forcément, puisqu'il faut que tout le monde puisse accéder à cette formation et la comprendre. Et donc, pour moi, qui suis arrivée avec mon bac plus 5 et tous mes idéaux, gros frein pendant 18 mois parce que je me suis beaucoup ennuyée. J'ai pas beaucoup appris de choses. Et j'ai surtout eu cette sensation d'un espèce de bourrage de crâne assez intensif, mais que j'ai pas perçu à l'époque. Parce que c'était beaucoup de théorie et beaucoup de projections sur ce à quoi on allait avoir affaire, sans qu'on nous explique vraiment pourquoi. Mais il y avait un truc qui était très clair, c'est qu'il y avait les gardiens, les officiers et les commissaires. Et que dans cette grande maison, il y avait déjà une distinction qui était claire et nette et qu'il ne fallait pas mélanger les torchons et les serviettes. C'était pas dit comme ça, mais c'était amené de cette façon-là et c'était insinué de cette manière-là. Et que nous, on allait être, la fameuse expression, c'était les officiers sont entre le marteau et l'enclume, et qu'il allait bien falloir se débrouiller là-dedans, et qu'on allait être seul, et que ça allait pas être simple, et que ceux qui étaient en dessous, ils étaient méchants, et ceux qui étaient au-dessus, ils étaient pas plus gentils.
Donc pendant 1 an et demi, ça a été ça, des stages. Bon, c'était la partie la plus intéressante, c'est-à-dire quand on allait sur le terrain, et où là on était confronté à ceux qui étaient soi-disant en dessous et qui étaient soi-disant méchants, et avec lesquels ça se passait, enfin en tout cas pour ma part, très bien, parce que c'est eux qui m'ont appris le métier de policier. Le métier de policier, pas celui d'officier, mais le métier de policier. Et très rapidement, j'ai été confrontée aux internes, c'est-à-dire les policiers gardiens de la paix qui avaient passé le concours et qui avaient 10 ans, 15 ans, voire 20 ans de boutique, comme on dit, et où eux étaient persuadés, ils étaient convaincus que le métier d'officier, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi déjà, donc du haut de mes 25 ans, je leur disais, mais non, en fait, c'est pas un truc qu'on apprend, c'est soit on l'est, enfin, je veux dire, le management, c'est soit on l'a, on l'incarne, on le véhicule, c'est plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire qu'on va nous inculquer et qu'on va nous rentrer dans le cerveau. Et ça, et donc là, c'était, mais tu vis dans le monde des bisounours, c'est pas possible. Donc il y a eu déjà, pour moi, cette première coupure entre certainement une énorme part de naïveté de ma part, de ce que je projetais de ce métier-là et de cette fonction-là, et de la manière dont ceux qui connaissaient entre guillemets la maison, eux le véhiculaient. Et je suis sortie de l'école des officiers en me disant, je ne sais pas s'ils ont raison, mais en tout cas je vais essayer de voir, je vais essayer d'être ce que je suis, et puis on verra bien comment ça se passera. Et donc je suis arrivée en premier poste à Roissy-Charles de Gaulle, donc qui est une très très grosse boutique parce que c'est l'endroit où il y a le plus de flics en France à l'époque, parce que maintenant ça a un peu changé, mais à l'époque il y avait, je crois je me demande si on n'est pas 3000 sur la plateforme, donc ce qui est assez conséquent, et avec tout un tas de métiers différents. Donc je me disais, chouette, je vais pouvoir apprendre plein de trucs en étant au même endroit et passer de service en service. Et donc j'ai été très rapidement, donc là j'avais 27 ans, c'est ça, 26-27 ans, et quand je suis arrivée, j'avais, on va dire au bout de 6 mois, 70 personnes à peu près sous mes ordres, et puis c'est allé jusqu'à 120, parce qu'après j'ai récupéré d'autres unités. Et là, la première confrontation, elle n'a pas du tout été avec les gardiens de la paix, elle a été avec mes officiers. Pas les commissaires, parce qu'au contraire, du coup, ceux qui étaient censés être les méchants se sont retrouvés. Les gardiens de la paix m'ont tous aidé à apprendre mon métier, et puis il y a les majors, parce que j'avais beaucoup de majors aussi qui me secondaient, et les commissaires avec lesquels voilà, j'avais des rapports très cordiaux et ça se passait très bien. En revanche, les officiers, donc qui sont issus du même corps que le mien, et les supérieurs, donc moi j'étais du jeune lieutenant, mais les capitaines et les commandants, voilà, ça se passait mal parce qu'on nous vend dans l'école le fait que si on a envie d'avoir des initiatives, on peut en avoir. Et en fait, très rapidement, quand on est sur le terrain et qu'on essaie de faire en sorte que le travail des gardiens de la paix, parce que moi j'estimais qu'en tant qu'officier, on était chargé du support, c'est-à-dire que c'est eux qui font la majeure partie de l'activité et que nous on est là pour les soutenir et puis pour faire en sorte qu'eux puissent faire leur métier. Et en essayant d'arranger pour rendre leur vie plus simple et donc qu'ils fassent mieux leur job, je me suis heurtée très rapidement, les premiers mois, à c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça fonctionne comme ça parce que, surtout ne changeons rien, et voilà. Et en fait, il fallait surtout ne pas bousculer, on va dire, l'ordre établi et leur manière de fonctionner, parce que finalement, le connu, c'est ce qu'il y a certainement de plus rassurant pour eux. Donc je suis partie, parce que du coup, je n'avais pas envie de rester sous les ordres de ce commandant-là. Je l'appelais le petit Napoléon, parce qu'il avait vraiment la carrure tout, enfin le tout petit Napoléon. Et donc à ce moment-là, j'ai trouvé, entre guillemets, pas un échappatoire, mais je suis partie dans une autre unité. Voilà, là ça s'est bien passé pendant 2 ans, mais parce que j'étais complètement autonome, donc ça c'était super. J'avais pas de capitaine qui était là sans arrêt sur mon dos ou ce genre de choses-là. Et donc là, ça s'est très bien passé. C'était plus la difficulté du métier parce que j'étais à l'unité locale d'éloignement, c'est-à-dire l'éloignement des étrangers.
une fois qu'ils sont passés par tout leur circuit administratif, etc., et qu'il faut les raccompagner à la frontière, je faisais partie de ces unités-là. Et donc là, ce qui a été difficile, c'était plus deux choses, c'est-à-dire le manque de sens de la politique migratoire qui n'en est pas une, d'un côté, et de l'autre, être sans arrêt confronté à la misère humaine, là, vraiment misère économique, tout ce qu'on veut, de tout pays confondu, et de gens qu'on était obligés de ramener à l'avion par force. Et voilà. Et donc ça a été psychologiquement, c'était pas évident. Je suis tombée enceinte à ce moment-là. J'ai accouché pendant cette période-là. Et en fait, après avoir accouché, donc là c'est plutôt le fait d'être devenue maman, je pense, qui a réveillé quelque chose encore plus, et de voir des enfants dans ces unités-là, et des mères prendre leurs enfants pour entre guillemets, les menacer de leur faire du mal si on les raccompagnait, ça c'est quelque chose qui était devenu pour moi qui était plus supportable, et donc du coup j'en suis partie. Et là, je suis passée complètement de l'autre côté, au Bourget. Donc après, la misère, ça a été les yachts, mais les jets privés. Ouais, les jets privés et compagnie. Donc un autre monde, une autre culture, à quelques kilomètres de là, mais vraiment un grand écart énorme. Mais bon, j'ai réussi à m'adapter et j'ai fait ce que j'ai pu. Là, j'ai eu un problème avec un supérieur qui a été qualifié par la suite de harcèlement sexuel. Ça, je vous laisserai le lire parce que je n'ai pas forcément le courage d'en parler ce soir. Mais c'est ce qui m'a donné envie de partir très vite. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Clermont-Ferrand, en fait, pour passer le concours de commissaire. Parce qu'il y a, ici, vous avez l'Institut de formation de la police nationale. Et donc, j'ai réussi, par voie de concours, parce qu'il fallait faire un concours, à obtenir cette formation-là. Donc, je suis venue ici pendant 6 mois. Et donc, Télio, mon fils, avait à l'époque 2 ans et demi. Donc, j'ai débarqué avec lui ici pendant 6 mois. Et ensuite, j'ai passé le concours que j'ai raté, première fois à l'écrit. Et quand je suis partie de Clermont-Ferrand, c'était impossible pour moi de retourner au Bourget pour les raisons que j'ai évoquées. Mais j'avais quand même dans l'objectif de devenir commissaire un jour, et effectivement, soit on passe les concours, soit on le fait par une autre voie qu'on appelle la voie d'accès professionnel. Et dans ces cas-là, il fallait que je puisse avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc j'avais fait 4 ans d'immigration, et j'ai décidé de partir en judiciaire. Et je me suis rendu compte un beau matin que mon fils allait avoir 3 ans, qu'il allait rentrer à l'école, j'étais mère célibataire et que je ne pouvais pas vivre là où j'étais dans le 78 et aller travailler en plus au Bourget et emmener mon fils à l'école le matin, parce que ça allait pas se gérer comme ça, c'est pas possible. Et donc j'ai demandé ma mutation en judiciaire et j'ai atterri à la brigade des mineurs de Nanterre, maintenant je peux le dire, 92. Et où là j'ai passé 3 ans qui ont été les 3 ans les plus riches de ma vie, les plus difficiles aussi. Les plus difficiles parce que 4 ans à Roissy, ça voulait dire 4 ans en uniforme. Donc quand on est en uniforme, on a ce qu'on appelle les barrettes sur les épaules. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprend dès qu'on va à l'école, à repérer les barrettes, savoir s'il y a des feuilles de chêne, c'est du commissaire, donc il faut se tenir droit. Et puis sinon, le reste, on s'en moque un peu. Mais la tenue, peu importe si on était légitime ou pas, à partir du moment où il y a un lieutenant, on lui obéit. Ça a un côté... La tenue emporte aussi quelque chose d'assez militaire. Et finalement, peu importe la légitimité ou la compétence de l'officier, c'est le grade qui prime. Et donc c'était facile, en fait, en sortie d'école. Alors, quand on arrive en judiciaire, il n'y a plus le grade. Et donc on est en tenue, ce qu'on appelle nous les tenues bourgeoises. Et donc là on ne se différencie pas. Et là c'est plus le grade qui compte, c'est la compétence. Et donc je suis arrivée en brigade des mineurs, j'avais jamais fait une procédure de mairie. Il n'y avait pas de chef en plus à l'époque, donc je suis vraiment arrivée, on m'a parachuté là, c'était un choix, mais on m'a quand même parachuté là, à cet endroit-là, en me disant il y a un super major qui va s'occuper de toi, et en fait pas du tout. Parce qu'ils étaient en colère du fait d'avoir une jeune officier inexpérimentée qui arrivait chez eux et
les femmes ont été très dures à cette époque-là, surtout les filles d'ailleurs. Et donc là, j'en ai vraiment sérieusement bavé pendant 6 mois, mais bon, ça m'a forcé à devenir très autonome sur mes procédures, parce que en tant qu'officier, on était aussi enquêteur, donc on faisait exactement le même boulot qu'eux, sauf que moi, je ne savais pas le faire, donc il a fallu que je me mette au pas de charge pour apprendre ce métier d'enquêteur-là, et en plus, en brigade des mineurs, donc ça veut dire tout ce qui était viol, agression sexuelle sur les mineurs, en intrafamilial, les bébés secoués décédés, toutes les choses qui font partie des atteintes aux personnes qui sont les plus, psychologiquement parlant, les plus difficiles. Et ça, pareil, c'était pas, je suis pas rentrée dans la police en disant je veux être en brigade des mineurs, ce qui est le cas. Hein. Moi, j'ai souvent des filles, jeunes femmes qui m'appellent en disant je veux absolument rentrer en police pour être en brigade des mineurs. Moi, c'était pas ça du tout. Je suis vraiment arrivée au judiciaire parce que je voulais augmenter, apprendre ça. Et on m'avait proposé l'anticambriolage et les stupes. Alors ça m'intéressait pas du tout. Et donc, j'ai choisi les mineurs. Mais en fait, j'ai choisi les mineurs, entre guillemets, quelque part par défaut, et sans avoir aucune idée de du type d'enquête que j'allais mener et de ce à quoi j'allais être confrontée. Mais c'était tellement intéressant de manière psychologique parce que là on touche toutes les couches de la société. Il n'y a plus ni les gilets jaunes, ni la misère, ni le Bourget, c'est tout confondu parce que il n'y a pas de ces problématiques-là dépassent largement les classes sociales. Et donc ça a été très enrichissant d'un point de vue humain, difficile aussi par rapport au... Parce qu'après il y a un autre officier qui est donc arrivé dans cette brigade et souvent les officiers manquent de courage, particulièrement les hommes. Et de ce fait, parce que être officier ça veut dire gérer des dossiers, mais aussi gérer l'humain. J'aime pas d'ailleurs cette expression gérer l'humain, mais je veux dire, organiser la vie de la brigade, et c'est aussi gérer les problèmes de cours d'école, gérer les problèmes des vacances, gérer les problèmes des gardes d'enfants, gérer les problèmes entre filles, ce genre de choses qu'on voit partout. Et l'officier qui était au-dessus de moi ne le faisait absolument pas, et donc ça crée beaucoup de dissensions au niveau de la brigade, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert à cet endroit-là, et pas ailleurs. Ce qui me semblait assez étonnant, parce que du boulot on en avait, des affaires tout aussi terribles les unes que les autres on en avait, et du coup il y avait pour moi cette incompréhension du fait de relativiser ce qu'on vivait à l'intérieur de la brigade, et puis toutes les affaires qu'on traitait par ailleurs. Ça me semblait souvent être une ineptie et une perte de temps assez importante, et une mauvaise gestion humaine de la part de l'officier. Et je me suis mise à écrire, je crois que ça faisait 1 an que j'étais rentrée dans la brigade, donc j'ai écrit le premier livre en 2018 pour justement raconter un peu quel type d'affaires on faisait dans ces unités-là. Et puis ensuite, j'ai continué, donc je continuais de travailler à côté, mais j'ai commencé à écrire le deuxième. Et puis en pleine rédaction du deuxième, il y a une jeune femme qui faisait partie du mouvement des policiers en colère, dont on parlera Fabien après, qui s'appelait Maggie Bulkowski, qui s'est suicidée en 2019, novembre 2019. Et non, c'est en novembre 2018, voilà, pendant que j'étais en train de rédiger le deuxième. Et c'était une femme que j'avais connue parce qu'elle était sous mes ordres quand j'étais à Roissy, donc j'avais travaillé avec elle pendant 2 ans. Et ce suicide-là m'a beaucoup marquée, parce que je me suis vraiment dit, si elle, avec ce qu'elle était, avec ses idéaux et le peu de moyens qu'elle avait, elle en est arrivée là, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et c'est ce qui m'a poussée dans le deuxième à décrire justement toutes ces problématiques liées au management. Et là, je savais que j'allais me faire torpiller, parce que comme je racontais des témoignages, là on était au sein de la brigade, forcément ils allaient se reconnaître. Et donc, pour éviter ce QG-là, à la sortie du deuxième, je me suis exfiltrée par la porte de la mise en disponibilité d'office. Non, pas d'office, que j'aurais dit bêtise. Je
je me suis mise en disponibilité et donc je suis sortie, c'est-à-dire pas de salaire, rien, pendant 2 ans et demi, au cours desquels j'ai donc continué ce travail d'écriture. Donc j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur la brigade des mineurs et d'autres parce qu'avec la visibilité dans les médias du premier, d'autres personnes sont venues me chercher pour que je les aide à écrire sur d'autres thématiques. Donc ce que j'ai fait pendant 2 ans et demi. Et en juin 2019, j'ai demandé ma réintégration, parce que on peut prendre une disponibilité pendant 2 ans pour création d'entreprise. J'étais arrivée au bout de mes 2 années. Donc en gros, c'était soit je réintègre, soit je démissionne. La démission, c'était pas possible, j'étais pas prête encore. Et donc j'ai réintégré. Et là, j'avais vraiment dans l'idée de rentrer pour ressortir, c'est-à-dire rentrer pour faire le nombre de mois qui était nécessaire pour obtenir ma rupture conventionnelle, parce que c'est un nouveau dispositif qui venait d'apparaître dans la fonction publique. Et là, c'est un secrétaire général d'un syndicat à la FSU qui est venu me chercher pour que je devienne leur porte-parole et que je les aide à développer l'activité du syndicat et puis à suivre tous les dossiers individuels. Donc là, c'était plutôt la partie ressources humaines, continuer d'avoir la liberté et la protection de dire tout ce que j'avais à dire et de continuer de dénoncer, et de faire ça, en tout cas, de ce que je pouvais, de l'endroit où j'étais. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Fabien. Je vais peut-être commencer du début pour me présenter, mais alors moi je suis pas officier de police. J'étais même gardien de la paix. Je suis rentré en école de police en 2008, à l'école de police de Nîmes. Moi ça n'a jamais été une vocation de la police, si ce n'est que dans ma famille c'était tout gendarme. Donc forcément il y avait quand même une espèce de cadre de culture familiale tous les week-ends. Mais par esprit d'opposition et que j'avais un oncle gendarme mobile particulièrement raciste, je me suis dit bon, je vais quand même plutôt aller à la police. Ils seront peut-être un peu plus ouverts d'esprit. Donc moi aussi j'étais très naïf au départ, mais en tout cas voilà, je suis rentré à la police avec une idée particulière un peu précise, c'était de lutter contre les trafics de stupes. Parce que dans mon entourage proche, notamment mes amis à l'époque où j'étais jeune étudiant à 20 ans, j'ai vu pas mal de mes amis dériver dans la consommation problématique de drogue, y compris dans le trafic, et même certaines dans le trafic international. Donc je me suis dit naïvement, encore une fois, pourquoi pas rentrer à la police et couper le robinet, comme ça il n'y aura plus de problème de consommation problématique, il n'y aura plus de problème de trafic, etc., etc. Donc voilà pourquoi je suis rentré dans la police et pas dans la gendarmerie, contrairement à la branche familiale concernée. Et voilà, moi naïvement je voulais découvrir le métier de policier donc, sur le terrain pendant les premières années, parce que j'avais pour objectif de devenir enquêteur et donc de passer des concours, notamment celui d'officier de police judiciaire, qui permet en gros d'avoir plus de pouvoir d'enquête, donc de prendre des mesures de garde à vue, de faire des perquisitions ou de faire des écoutes téléphoniques ou tout un tas d'autres choses en tout cas, qui permettent notamment particulièrement d'être directeur d'enquête, donc de diriger ces enquêtes un petit peu dans l'idée que j'en avais avant de rentrer. Donc voilà, je suis arrivé en sortie d'école au commissariat de Colombes dans le 92, où j'ai exercé pendant 8 ans. Pendant les 4 premières années, c'était la police secours. Donc la police secours, c'est ce que vous voyez, les voitures sérigraphiées police dans la rue, avec les policiers en uniforme qui interviennent pour les appels au 17 ou les appels d'urgence. Donc là, pour le coup, pendant 4 ans, notamment en région parisienne, dans une ville où il y avait beaucoup d'activités policières, beaucoup d'activités délinquantes, etc. Donc très formateur pour le jeune policier que j'étais. Et donc pendant 4 ans, c'était on courait d'une intervention à une autre, on enchaînait les interventions, c'était très enrichissant. Mais moi j'avais toujours dans l'optique, voilà, je veux évoluer vers les services d'enquête. Donc au bout de 4 ans, je basculais au niveau local, donc dans un service d'enquête qui était spécialisé dans les atteintes aux personnes, et notamment particulièrement les vols avec violence. Pour ensuite, 1 an plus tard, une fois que j'avais fait mes preuves, on va dire, en termes d'enquêteur, basculer à la brigade des stupéfiants du commissariat. Et donc toutes ces années, moi, d'apprentissage, c'était un peu comme Agnès au début en école de police. Enfin, moi, en école de police, la première chose qu'on nous a appris à faire, c'est marcher au pas. Donc je trouvais ça un peu surprenant parce que ça n'aide pas beaucoup dans l'activité policière au quotidien. Mais en tout cas, ils y tenaient beaucoup, donc on marchait au pas. Donc c'était sympa, on était avec les camarades. On se baladait d'une pièce de la salle de cours à la salle
je sais pas moi, de pause, mais toujours en rythme, en cadence, etc. C'est un peu particulier, mais bon voilà, je me suis dit, bon, ça fait partie des rituels d'apprentissage, on va aller au-delà. Et c'est vrai que naïvement, j'ai quand même découvert un milieu pour y être, en tout cas à Paris, en région parisienne, où il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de motivation, surtout pour courir après les voleurs d'ailleurs, parce qu'on est jeunes policiers, on a très envie de courir et surtout essayer de les attraper. Mais voilà, en tout cas, il y avait une bonne dynamique de travail, globalement, et beaucoup d'activités, et j'ai eu la chance, notamment dans cette période, de tomber sur un chef de brigade qui était un ancien de la police de proximité, donc qui avait connu les îlots dans les années 90, c'est-à-dire l'îlotier, par exemple, qui aidait à traverser les jeunes enfants quand ils vont à l'école, ou ce genre de choses, avec des points fixes un petit peu dans la commune, qui permettait justement d'avoir un lien beaucoup plus fort que maintenant, puisqu'ils n'étaient pas enfermés dans leur voiture à intervenir comme en zone de guerre pour repartir. Là, ils étaient implantés dans le quartier, donc il y avait du lien, du dialogue qui se mettait en place. Et moi, j'ai eu la chance d'être formé par lui et par ses adjoints sur le côté, si on veut être un beau policier, il faut connaître sa délinquance. Et il faut connaître sa commune, il faut connaître bien sûr les rues pour pouvoir intervenir au plus vite, mais il faut surtout connaître quels sont les acteurs, qui fait quoi, qui peut être un soutien, qui peut être au contraire beaucoup plus récalcitrant. Et donc voilà, dans cette dynamique, toujours d'aller rechercher le dialogue et le contact. Donc moi j'ai été un peu déformé, on va dire, par rapport à la majorité des policiers, puisque dès qu'on avait la possibilité, on quittait la voiture, on allait à pied dans tous les quartiers, dans tous les secteurs, et on allait discuter. Et ce qui s'était avéré très productif d'ailleurs dans une logique d'enquête, puisque de connaître tout le monde, ça permet de discuter avec tout le monde et donc d'avoir des informations. Et donc ces informations-là, moi je les ai utilisées pour pouvoir justement démanteler les trafics de stupéfiants au niveau local. Et donc j'adhérais, on va dire, pleinement à la logique de fonctionnement que j'avais apprise sur le terrain par mes chefs. Et ensuite arrive déjà 2015, parce que c'est un événement majeur dans la police, même si on a tendance à l'oublier, puisque pas que dans la police, d'ailleurs dans la société en général, mais particulièrement dans la police, parce qu'il y a déjà les attentats de Charlie Hebdo, où on voit notamment Ahmed Merabé, un policier, se faire abattre par terre au sol par un des frères Kouachi. Donc déjà c'était un peu un choc. Alors, il y a eu beaucoup de tensions au sein des commissariats, beaucoup de peur aussi, parce que quand on est policier et qu'on rentre dans la police, on se dit pas on va avoir affaire à des mecs en Kalachnikov qui sont prêts à tout pour tuer tout le monde autour d'eux. Donc voilà, ça a été quand même assez difficile cette période-là dans les commissariats. Et surtout, ça a généré beaucoup de tensions dans les services, parce que par exemple, on a eu mis en place des gardes statiques devant les commissariats, c'est-à-dire 2 policiers lourdement armés, même si à l'époque c'était pas les fusils d'assaut G36 comme on voit maintenant, c'était plutôt des Beretta qui dataient d'ailleurs des années 60, un peu obsolètes, mais en tout cas qui nous permettaient d'avoir un armement un peu plus conséquent, et surtout des gilets pare-balles très lourds qui, pour le dire simplement, nous ruinaient le dos et les épaules, puisque cet équipement il fait 40 kg. Donc quand on fait 40 kg sur le dos, plus l'arme collective, plus déjà son arme à la ceinture, et qu'on fait le planton pendant 8 heures devant le commissariat pour sécuriser le commissariat. Alors sécuriser, on peut se poser la question, parce que moi j'avais plus l'impression d'être une cible ambulante que quelqu'un qui sécurisait vraiment le... Mais voilà, tout ça fait que ce contexte-là a fait monter une certaine forme de colère, je dirais, dans la police, puisque les policiers avaient le sentiment d'être un peu sacrifiés dans leur activité, à faire beaucoup d'heures sup, à être employés à porter des charges lourdes et autres. Et pourtant, en interne, il n'y avait rien qui évoluait. On avait des véhicules, je ne peux pas le dire autrement, mais vraiment pourris, qui dépassaient allègrement les 200 000 km quand ils étaient en état de fonctionner déjà, parce qu'on avait souvent... ils n'auraient pas pu passer le contrôle technique, clairement, à cette époque-là. Des locaux de garde à vue, par exemple, le local de police, je me souviens d'hiver, on mettait du scotch sur les fenêtres pour éviter que le froid rentre, parce que c'était mal isolé, parce que le chauffage tombait tout le temps en panne, etc. Enfin, voilà, des conditions un peu abominables, jusqu'au point où carrément on avait les gardes à vue qui étaient au rez-de-chaussée et nos vestiaires qui étaient en sous-sol, et on avait carrément de l'urine et des excréments qui venaient directement des gardes à vue couler dans nos vestiaires. Donc voilà, ce contexte-là, plus la tension des attentats, a fait que la colère est montée crescendo, et arrive octobre 2016,
où il y a eu les événements de Viry-Châtillon. Alors pour rappeler les événements, à Viry-Châtillon, c'est des policiers qui ont été envoyés pour surveiller une caméra de surveillance, donc dans le quartier plus connu de la Grande Borne, et ils ont été agressés par des personnes qui ont jeté un cocktail molotov de la voiture et qui les ont enfermés à l'intérieur pour qu'ils brûlent à l'intérieur. Donc forcément, en tant que policier, il venait de se passer les attentats de Magnan-Villavant, donc des policiers agressés à leur domicile, enfin agressés, même tués sous les yeux de leur... assassinés devant leur enfant. Et donc voilà, tout ce contexte a fait que Viry-Châtillon a été pour nous le détonateur. Et on s'est retrouvés à manifester dans la rue, spontanément, sans préalable, sans se concerter, à dire c'est plus possible en fait d'accepter ces conditions de travail, c'est plus possible de rouler dans des véhicules hors d'âge, c'est plus possible de continuer à s'oublier, se sacrifier et à s'épuiser. Et donc sont nées à ce moment-là les manifestations de policiers en colère. Moi je vous avoue que ça a été un choc pour moi en tant que policier de me retrouver dans des manifs nocturnes, non déclarés, le visage masqué parce qu'on avait peur de se faire sanctionner par la hiérarchie. C'était un peu contre nature, puisque quand on est policier, on a plutôt tendance à encadrer les manifestations qu'à les organiser. Et ça m'a forcément beaucoup posé de questions, alors que jusqu'à présent, j'étais vraiment la tête baissée dans mon objectif d'arriver à un service de police judiciaire pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Là, j'ai commencé un petit peu à réfléchir, à me poser des questions. Et donc, notamment, on s'est retrouvé avec Maggie, qui a été citée juste avant, qui était une policière qui travaillait dans le 78 et qui s'est retrouvée présidente d'une association qui s'appelle Mobilisation des policiers en colère, qui nous a permis de déclarer la première manifestation de policiers hors cadre syndical. C'est-à-dire qu'à l'époque, ces manifestations elles avaient été importantes pour nous parce qu'on a estimé que dans tout ce temps de tension, les syndicats de police n'avaient pas du tout œuvré pour l'intérêt collectif ou pour améliorer nos conditions de travail. Et donc on s'est émancipé de ces syndicats, un peu les gilets jaunes avant l'heure, je dirais, pour essayer de porter une autre parole et une autre voix. Et donc Maggie a été élue présidente de ce mouvement, qui était du coup très subversif, je dirais, parce que on transgressait le devoir de réserve pour essayer d'informer les citoyens des difficultés de travail et du malaise policier qui était à l'époque pas en tout cas partagé médiatiquement. Et donc, dans ces engagements-là, moi je me suis retrouvé un petit peu un des porte-parole de ce mouvement, puisque il n'y en avait pas beaucoup qui acceptaient de parler aux journalistes à l'époque, parce que déjà dans la police on se méfie de tout ce qui est à l'extérieur, et encore plus des journalistes qui pourraient avoir un regard critique sur la police. Donc voilà, il y a quand même une culture de méfiance envers eux. Et donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu porte-parole, un des porte-parole en tout cas malgré moi. Et donc vous imaginez bien que dans un milieu policier où on apprend à marcher au pas de l'école de police, prendre la parole en public pour critiquer un petit peu l'institution, pas pour critiquer et pour dire la police c'est nul, etc., mais pour dire il y a un problème, il faudrait quand même trouver une solution pour améliorer les conditions de travail des policiers et de fait la qualité du service public, puisque les policiers qui exercent dans les mauvaises conditions dans les commissariats, ils reçoivent mal les gens, ou voilà, il y a tout un tas de problématiques qui découlent de ça et qui font que le citoyen n'est pas, on va dire, pleinement satisfait. D'ailleurs, c'est ce que je disais en introduction. Enfin, je veux dire, on a tous peut-être des expériences plus ou moins négatives avec la police, mais en tout cas, j'imagine que vous avez peut-être tous au moins essayé une fois l'expérience de faire l'attente dans un commissariat. Donc voilà, c'est en général 1 heure ou plus en fonction des circonstances, quand on n'est pas conduit. Voilà, donc tout ça a fait qu'on s'est mobilisé pour essayer de changer les choses, et malheureusement la hiérarchie a dit ceux qui dépassent un petit peu et qui l'ouvrent trop, on va s'occuper d'eux. Et moi j'étais prêt à aller jusqu'à un conseil de discipline à l'époque, puisque j'avais ouvertement transgressé le devoir de réserve, je savais que je risquais des sanctions. Par contre, je ne mesurais pas qu'en fait ça serait à la place du harcèlement moral qui allait être réalisé. Et donc on va dire que j'ai subi du harcèlement moral pendant quasiment 1 an, de manière quotidienne, avec des brimades, des mises à l'écart, des surcharges de travail impossibles à réaliser et autres, qui ont fait que, je la fais très courte, vous aurez plus de détails dans le témoignage, peut-être que certains l'ont déjà lu d'ailleurs, mais voilà, en gros, ce que ça a déclenché cette expérience, c'est que j'ai depuis un stress post-traumatique lié donc au harcèlement moral. Alors sur le coup, pour
mettre les mots là-dessus, c'était déjà pas évident, parce que le stress post-traumatique pour moi, c'était les militaires qui étaient en guerre, qui voyaient des atrocités, ou les victimes d'attentats qui pouvaient être sujettes au stress post-traumatique. Alors, par la parole et l'attitude de mes collègues arrivaient à subir les mêmes choses qu'une victime d'attentat, j'étais pas préparé, et donc forcément ça a fait pas mal de dégâts sur le plan de ma santé mentale. Mais en tout cas, pour continuer un petit peu l'histoire de manière chronologique, j'ai réussi à me sortir de ce guêpier ou de ce bourbier en me mutant au 36 quai des Orfèvres, donc à la brigade des stupéfiants, parce que entre temps quand même j'avais continué à bosser et faire valoir quelques compétences, et donc j'ai réussi à être recruté par ce service. Et donc là, quand j'arrive donc au 36 quai des Orfèvres, je l'ai vu que pendant 15 jours malheureusement, parce qu'on a déménagé au 36 rue du Bastion. Vous connaissez peut-être pas Paris, mais en gros le 36 quai des Orfèvres, c'est vraiment le quartier central de la cité, avec un bâtiment historique qui dégage quand même, quand on arrive là-bas, une certaine forme de respect, d'envie, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, notamment, j'imagine que vous avez peut-être vu le film SKM, qui raconte l'histoire de Guy Georges, le premier tueur en série arrêté par la police judiciaire, et notamment dans le film, cette scène qui est d'ailleurs légendaire aussi de la police, où on monte les escaliers du 36 quai des Orfèvres. Donc voilà, il y a beaucoup de motivation pour moi, avant de déménager 15 jours après, au bord du périphérique, à côté d'une usine d'incinération de déchets. Voilà, donc c'est un changement complètement d'ambiance, mais en tout cas voilà, j'étais très content d'arriver ici, parce que c'était l'objectif de ma carrière, être dans un service performant qui luttait contre le trafic de stupéfiants, à une échelle déjà au moins régionale au niveau parisien, mais bon, au-delà, à l'échelle nationale, voire internationale, en fonction des dossiers. Et là, en fait, ça a été pour moi la désillusion complète, parce que je me suis rendu compte que en police judiciaire, c'était aussi la police du chiffre. La politique du chiffre, c'est-à-dire, je ne sais pas si certains sont familiers avec l'expression, mais ce qu'on appelle la politique du chiffre dans la police, c'est le fait de mettre en avant plutôt la masse de statistiques, notamment d'interpellations, d'amendes, etc., pour vendre, on va dire, la bonne action policière, en disant, regardez, on a bien travaillé cette semaine, on a fait tant de gardes à vue, tant d'amendes, tant d'affaires élucidées, qui servent derrière, avec bien sûr, à la communication des chefs, qui servent à la communication politique, sans forcément se rendre compte de est-ce que le travail il est bien fait en fait, est-ce qu'il est efficace, est-ce que c'est un travail de qualité et autres. Et malheureusement, le fait d'accumuler les bons chiffres, c'est au détriment de la qualité du travail. Et ça, je pensais être un peu épargné en police judiciaire, parce que c'est quand même une institution, la police judiciaire, qui est plutôt protégée, où on encourage les policiers à faire des enquêtes au long cours, où il y a quand même beaucoup plus de moyens disponibles qu'en sécurité publique, c'est-à-dire en commissariat. Mais malheureusement, on nous a envoyé sur des missions, je rends compte une notamment dans le livre, où il y avait des boîtes de nuit, donc les péniches parisiennes transformées en boîtes de nuit, où il y avait notamment, on va dire, des soirées un peu organisées avec de la musique électronique, un peu techno, etc. Donc avec un public qui consomme pas mal de drogue notamment. Et on nous a demandé à la police judiciaire de faire une enquête sur le supposé trafic devant la boîte de nuit. Alors je ne sais pas si vous êtes familier des trafics de stupes, mais en boîte de nuit en tout cas, il y a rarement un dealer implanté avec sa petite chaise qui vend ses produits pour la soirée, mais c'est plutôt des opportunistes, je dirais, qui n'ont pas envie de payer leur consommation pour la soirée, qui vont acheter, on va dire, 10 doses, qui vont en revendre 9 pour avoir leur consommation gratuite. Donc on est très loin du trafic supposément enquêté par la brigade des stupéfiants, en l'occurrence à la police judiciaire. Et en fait, moi j'ai appelé ça carrément des rafles, parce qu'on nous demandait d'interpeller tous les consommateurs sur le quai devant l'entrée de la péniche. Donc ça faisait 30 interpellations, c'était génial. Mais en fait, on avait, je crois, la première opération, on dépassait pas 5 grammes de cannabis saisis, et l'équivalent de 20 cachets d'ecstasy, ce qui est dérisoire, on va dire, par rapport au volume qu'on pourrait intercepter en tant que policier dans ce service. À titre d'exemple, j'avais fait ne serait-ce qu'une affaire rapide avec un informateur où on avait saisi 10 000 cachets d'ecstasy. Donc se retrouver avec une opération où on avait interpellé 30 personnes avec 20 cachets d'ecstasy, je vous laisse imaginer la différence. Donc voilà, j'étais très déçu, vraiment une désillusion, parce que c'était mon idéal de police. Et en dehors de ça, et ça j'ai trouvé ça particulièrement grave, c'est que si vous voulez, dans le fonctionnement au STUP, donc on fonctionne forcément avec des informateurs, et les informateurs nous disent tu devrais t'intéresser à telle personne, il est capable de vendre 50 kg de cocaïne d'un coup. Donc forcément c'est quelqu'un qui va forcément nous intéresser, et en plus on ciblait des profils qui avaient
potentiel oral international, c'est-à-dire que voilà, on ciblait quand même des réseaux. Et 3 fois d'affilée, à chaque fois qu'on ciblait la tête de réseau, donc l'informateur ne donne pas forcément son identité et autres, donc on fait un travail d'enquête, d'identification et autres. Et quand on identifie la personne, on le passe au fichier, et là tout de suite on a un appel, vous ne le touchez pas, c'est l'indice de l'Office des stupes. Donc l'Office des stupes, le service central au niveau national, à l'époque appelé Octrice, voilà, où son chef était François Thierry, qui a changé de nom parce qu'il y a eu une affaire retentissante entre-temps qui est racontée aussi dans le livre, mais voilà, qui s'appelle OFAST maintenant, donc c'est un peu plus, je dirais, marketing avec les GoFast. Mais en tout cas, le fonctionnement est le même. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'à chaque fois qu'on ciblait, parce que nous on estimait les plus gros trafiquants de Paris, on avait un coup de fil qui disait non, vous touchez pas, c'est des informateurs d'office. Donc ça veut dire que moi, indirectement, en tant que policier, je me suis rendu compte que les plus gros trafiquants parisiens étaient protégés en fait par un service de police. Et pour moi, ça pose problème parce que dans mon apprentissage de policier, dans ma carrière, quand j'ai un informateur, c'est pas pour interpeller ses clients, c'est plutôt pour essayer de remonter une filière petit à petit, essayer d'attraper de plus en plus gros, etc. Et là, pour moi, ça a été vraiment voilà, ce fait-là a été l'achèvement, on va dire, de mon illusion, s'il y en avait encore un petit peu. Et voilà, j'ai commencé à chercher les portes de sortie, donc à m'investir dans des associations, à m'investir dans des formations universitaires pour essayer d'élargir mes connaissances et de circuler dans la police. Mais entre-temps, voilà, depuis mon engagement en tout cas des policiers en colère, j'étais très engagé aussi au sein de la police pour essayer de changer les choses à l'intérieur. Parce que ben voilà, j'estimais qu'il y avait beaucoup trop de choses qui dysfonctionnaient et ça ne pouvait pas rester comme ça. Et pour les faire très court, parce qu'après il y aura des questions, j'imagine, mais je me suis investi dans le rapprochement police-population pour essayer de mettre en place des actions qui rapprochaient justement, qui créaient des espaces de dialogue entre policiers et citoyens qui potentiellement au préalable ne pouvaient pas se comprendre. À titre d'exemple, on avait organisé un match de foot avec Ligue 1 Thuram, donc avec des policiers d'un côté et notamment des manifestants de la loi au travail en 2016 qui avait été particulièrement déjà marquante pour le métier de l'ordre. Peut-être qu'on y reviendra s'il y a des questions là-dessus. Mais voilà, pour essayer d'établir des liens, du dialogue et essayer de rapprocher un petit peu la compréhension à la fois des attentes des citoyens à la manifestation, par exemple, et à la fois les attentes des policiers par rapport à des citoyens, pour essayer de mettre du lien et que tout le monde se comprenne mieux. J'ai aussi œuvré suite pour revenir à Maggie et à son suicide, qui m'a moi aussi particulièrement touché parce que c'était une personne qui était d'un caractère, j'aurais dit, tellement fort qu'on ne s'imaginait jamais qu'elle allait mettre fin à ses jours. Donc ça m'a particulièrement touché et là je me suis investi aussi dans une association de prévention du suicide des policiers qui s'appelle PEPS, police initiale PEPS pour policiers entraide prévention suicide, où là on a innové complètement parce que faut savoir que la police nationale était proche du zéro en termes de prévention du suicide et on a voilà, avec au bricolage au début créé un groupe Facebook fermé où on ne recueillait que des policiers pour essayer d'avoir un espace de dialogue, enfin de libérer la parole en fait sur les souffrances au travail, au travers du dialogue entre pairs. Donc on est devenus des pairs aidants pour essayer d'accompagner les policiers, pour essayer voilà, de réfléchir ensemble quand le policier est en difficulté, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme solution, comme réflexion et autres. Donc voilà, divers engagements associatifs qui ont fait que je suis devenu un peu malgré moi très critique de la police, y compris en interne, y compris de mes propres collègues, où je ne supportais plus notamment leur racisme, leur violence au quotidien. J'imagine qu'on y reviendra au travers des questions. Et voilà, naïvement, j'avais créé un faux compte Twitter où je rapportais les propos de mes collègues au quotidien pour montrer un petit peu, essayer d'objectiver tout ça, parce qu'on était à la période 2020 où il venait d'y avoir l'assassinat de George Floyd, et donc les manifs contre les violences policières et le racisme, y compris en France. Et voilà, pour vous citer qu'une phrase, mais on pourrait en citer plein d'autres, j'ai entendu de mes propres collègues la phrase suivante, en parlant du Didier Allemand, que vous connaissez j'imagine tous, qui était le préfet de police à Paris. Il disait l'Allemand il se prend pour Goebbels, mais il n'y arrive pas à la cheville. Voilà, ce genre de réflexion que vous pouvez entendre. Alors, ça peut prêter effectivement à sourire, parce que voilà, j'imagine que vous portez dans votre cœur Didier Allemand comme nous le porte, donc forcément la comparaison prête un peu à sourire. Mais pour moi, des officiers de police judiciaire
d'autant plus dans un service spécialisé et prestigieux qui se permet de tenir ce genre de propos ouvertement hein, devant les personnes placées en garde à vue, devant des témoins, parfois des victimes. Pour moi, c'est complètement inadmissible, d'autant plus que voilà, mon grand-père qui était gendarme était aussi résistant à l'époque, donc j'ai quand même une fibre de pas trop protéger ni l'allemand ni Goebbels. Donc voilà, ça m'a complètement révolté. Et l'acte manqué par excellence, le lendemain, mon chef vient sur mon ordinateur et voit que je ne suis pas déconnecté de ce compte Twitter. Et donc là, on arrive une discussion où il me fait comprendre que je ne peux pas, pour un problème de confiance dans le groupe, rapporter les propos de mes collègues, même si c'est des délits. Voilà, donc il me dit en gros gentiment de me taire, mais que ça allait poser problème par rapport à la dynamique de groupe. Et donc là, si vous voulez, le stress post-traumatique que j'évoquais tout à l'heure, à ce moment-là, il s'est réveillé. Parce que forcément, je me suis retrouvé dans la même situation que dans mon précédent commissariat, en tout cas dans ma tête, isolé, ostracisé, avec un manque de confiance de la part des autres, de mes collègues et tout. Et bref, la journée se passe, je suis déjà un peu miné, et quand je rentre le soir, ma copine me quitte. Et donc là, tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé, et j'en suis arrivé à faire une tentative de suicide ce jour-là, que vous retrouverez d'ailleurs soit dans le livre ou soit dans d'autres interviews. Je ne vais peut-être pas le déballer ici, mais en tout cas, c'est pour expliquer un petit peu que ce stress post-traumatique, il est mal pris en compte, méconnu dans la police, pas du tout accompagné, et que ça fait beaucoup de dégâts. Et en l'occurrence, on en est quand même dans la police à 44 suicides en moyenne par an, ce qui représente 1100 suicides en 25 ans. Donc sachant qu'une promo de gardien de la paix, quand j'y suis rentré à la police, c'était à peu près 600-700 effectifs. Ça fait 2 promos de gardiens de la paix qui ont mis fin à leur jour en 25 ans. Donc moi c'est pareil, je ne pouvais pas m'arrêter à ça et je ne pouvais pas ne pas partager, on va dire, ces difficultés. Et donc c'est pour ça que j'en suis arrivé à rencontrer Agnès pour à la fois partager ma difficulté à quitter la police, parce que j'ai demandé une rupture conventionnelle qui traînait un petit peu dans le temps et pour lequel j'avais pas de réponse, et surtout pour essayer d'objectiver de l'intérieur que malgré nos idéaux, malgré toute notre conviction, parce que je pense que vous l'entendez déjà peut-être un petit peu, mais au travers des questions vous allez peut-être le voir un peu plus, on reste des policiers, même si je suis plus policier, passionnés, investis, qui vraiment n'ont pas rechigné à faire des heures pour recevoir des victimes, pour les prendre en considération, pour les accompagner, etc. Et de se retrouver maltraité par son institution, maltraité par ses collègues, et en arriver à vouloir mettre fin à sa vie. Moi j'ai dit voilà, stop, c'est pas possible, je quitte la police, et surtout je vais essayer de raconter tout ça, parce que c'est quand même l'omerta, d'où le titre du livre, où malgré les difficultés, personne n'ose parler à l'extérieur de ce qui se passe en interne. Et donc dans ce cadre-là, j'ai vu qu'Agnès était fraîchement porte-parole d'un syndicat, qu'elle était déjà écrivaine, qu'elle avait déjà dénoncé les dysfonctionnements, et je me suis dit c'est la meilleure personne, on va dire, pour essayer de réfléchir à tout ça. Et je pense qu'à l'espace de 1 heure, 2 heures, 3 heures de discussion, on a été déjà à l'idée de comment on va écrire ce bouquin. Donc voilà, un petit peu pour les présentations. On ne savait pas tous les deux qu'on connaissait Maggie, on était tous les deux sur 92, on a eu les mêmes problèmes avec la même hiérarchie, et aussi avec les procureurs, parce qu'on n'a pas parlé de la justice dans l'histoire, et c'est qu'au cours de l'écriture du livre qu'on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes problèmes avec les magistrats, et que là c'était beaucoup plus large finalement que ce qu'on pensait au départ n'être qu'un problème entre guillemets. Voilà, donc d'où l'idée de ce livre. Moi, à titre personnel en tout cas, j'assume l'idée de ce livre dès le départ, parce que voilà, déjà vis-à-vis de Maggie, par rapport à tout ce qui s'était passé, il y a quand même beaucoup de choses à dire pour éclairer le citoyen de son service public de sécurité. Et en plus de ça, moi j'ai toujours une critique, avec le temps en tout cas, qui s'est développée du récit policier, du narratif policier, où souvent quand on lit des bouquins de flics, c'est moi, commissaire, ma vie, mon œuvre, j'ai arrêté Nesrine, j'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela. Et ça faisait un petit peu autobiographie, un petit peu, voire même beaucoup enjolivé. Moi, je voulais pas du tout qu'on tombe dans cet écueil-là, je voulais vraiment quelque chose d'un peu brut, sous forme de témoignage, et surtout quelque chose de collectif. Parce que, contrairement aux imaginaires qu'on peut avoir, on n'est pas tous des Juliesco ou des Navarro à enquêter tout seul dans notre coin. La police, c'est un travail collectif, que ce soit en intervention sur le terrain, que ce soit en termes d'enquête, etc. Et pour moi, c'était logique que de continuer dans cette démarche, d'autant plus que la force du collectif,
et de nos témoignages a permis, je pense, d'illustrer, d'objectiver une partie en tout cas de ce que moi je qualifie de problème systémique dans la police, puisqu'on s'est rendu compte qu'au travers de tous les témoignages, quel que soit l'endroit, quels que soient les vécus de chacun, il y avait le même mécanisme qui se mettait en place pour faire taire la personne. Et au-delà de ça, comme l'a dit Agnès, il y avait aussi une mécanique avec les magistrats, notamment les procureurs, qui sont dans certains endroits de mèche, en tout cas très liés avec la haute hiérarchie policière. Et donc forcément, ça rajoute des difficultés aux personnes qui voudraient dénoncer des dysfonctionnements, ou en tout cas qui voudraient essayer de changer les choses. Donc voilà, et puis le dernier... Il y avait plusieurs témoignages au départ quand on a commencé. On est passé donc par PEPS, parce que PEPS, effectivement, c'était un groupe Facebook qui a été ouvert pour les policiers. Alors, au départ, les officiers n'avaient pas le droit d'y rentrer. Je crois, il n'y avait pas de hiérarchie, il me semble. Enfin, il y a eu un... Alors disons que ça a commencé entre gardiens de la paix parce que il y a aussi une méfiance comme la police avec l'extérieur et les journalistes que j'expliquais tout à l'heure. Il y a une méfiance des gardiens de la paix envers les officiers, des officiers envers les commissaires et vice versa. Donc de fait, des gardiens de la paix qui parlent entre eux, un officier ou un commissaire va avoir des difficultés à se mettre au milieu. Alors après, ça c'est un peu ouvert, mais disons que dans ce vivier-là, parce que quand moi je suis rentrée dedans, il y avait déjà, je pense qu'on est déjà à 4000 ou 5000. Alors on est 150, hein, donc 4000 ou 5000, ça fait déjà une bonne masse. Et on en a rencontré, je dirais, une vingtaine de personnes, parce qu'on avait décidé de travailler par thématique au départ, donc brigade des stupéfiants, les CRS, essayer de voir un peu si c'était dans tous les milieux de la même façon. Le harcèlement sexuel, effectivement, c'est moi qui m'y suis collée, mais à l'origine, c'était pas du tout moi qui devais faire ce témoignage-là. Sauf que celle qui était censée le faire, en fait, elle n'était pas en capacité de le faire, elle n'était pas en capacité mentale parce que sous cacheton, donc avec un discours qui était très désordonné, très fouillis. Donc voilà, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, moi j'ai vu des policiers dans des états... Yes, ça répond à une question que j'aurais posée dans la voiture Voilà. en venant ici. C'était est-ce que vous avez eu des difficultés à recueillir des témoignages ou pas? Et s'il y en a eu beaucoup, et pour les 4 autres qui sont publiés dans le livre, est-ce qu'il était difficile de trouver des gens qui acceptaient de se mettre à découvert et de prendre le risque d'être des lanceurs d'alerte, hein. D'ailleurs, bon, il y a un d'entre eux, Jean-Marc, là, qui a été reconnu par la maison des lanceurs d'alerte. Et en ce qui vous concerne tous, je crois qu'il faudra que l'on suive votre devenir et peut-être aussi assurer votre protection. Enfin, Alors effectivement, il y en a eu beaucoup, donc je dirais, ouais, je crois qu'on a démarré avec une vingtaine. Il y en a certains donc, qu'on a écartés parce qu'on savait, la condition sine qua non du livre, c'était pas de témoignage anonyme. Donc ça voulait dire potentiellement une médiatisation derrière, donc il fallait être prêt à ça. Donc ça veut dire être en capacité de parler, d'avoir les idées claires et de présenter tout ça, ce qui est un exercice en soi qui n'est pas facile. Il y en a qu'on a écartés, il y a des témoignages qu'on a écartés alors qu'ils étaient aussi très intéressants, mais qu'on a écartés parce qu'on n'avait pas assez de preuves. Or, pour pouvoir échapper à toute diffamation et à toute décrédibilisation du propos, il fallait vraiment sécuriser. D'ailleurs, il est sorti en décembre, il ne s'est rien passé, donc a priori, on a bien fait notre boulot. Et après, ceux qui ont fini par rester du coup dedans, j'en ai écrit 5 ou 6 des livres, et celui-là était le plus difficile. Déjà parce qu'il était dans un temps très court, parce qu'on a trouvé l'éditeur, on a commencé à l'écrire en mars-avril et il fallait le rendre en juillet. Et nous, on avait dit à tous les témoins que rien dans ce livre ne se ferait sans leur autorisation finale. Donc un nombre d'allers-retours avec les témoins en question improbable, je ne les ai pas comptés. Et jusqu'au dernier moment,
il y en a notamment un qui a beaucoup hésité parce que c'était celui qui avait le plus à perdre, étant donné qu'il n'avait pas été encore pris à partie, et que c'est Christophe, celui qui parle de la brigade des mineurs de Marseille, qui lui a eu une expérience où il n'a pas été mis en cause directement, mais où il a fait toute une enquête parce qu'il y avait des soupçons de corruption de mineurs d'un de ses collègues, et comme il n'a pas été entendu et qu'ils n'ont pas voulu faire l'enquête, du coup il l'a fait tout seul. Et donc le policier soupçonné est encore aujourd'hui au Beaumet, donc il y a une instruction qui a été ouverte, et ça a été, il a vécu Beaumet, la prison. Un an et demi, oui, Beaumet, pardon, la prison à Marseille. Et lui, pendant un an et demi, ça a été d'une difficulté sans nom, et quand je l'ai rencontré, il était en arrêt maladie, et ce qu'il voulait, c'était s'exfiltrer et partir de Marseille. Et je lui ai dit, ok, on peut partir de Marseille, c'est simple, mais la question c'est pour aller où ? Et à l'époque, je n'avais pas encore rencontré Jean-Marc, qui est donc un autre témoin du livre, qui lui raconte ce qui se passait à Pau. Et Christophe me dit, je vais aller à Pau. Et donc quand on a commencé à écrire, parce que les témoignages, on les a fait par moment à deux et par moment séparés, je lui avais dit, mais tu sais, tu pars de Marseille, c'est très bien, mais en fait, si tu vas à Pau, c'est encore pire en fait. Donc il me dit, non, mais je vais aller à Pau. Et à l'époque, il ne connaissait pas l'histoire de Jean-Marc. Et donc, lui a été, il est arrivé à Pau au mois d'août. Et donc là, il y a eu aussi toute la peur pour lui d'être dans le livre dans lequel Jean-Marc explique d'une manière limpide tout ce qui se passait à Pau, et d'être dans le même bouquin que lui, alors qu'il venait d'arriver en brigade des mineurs, au même endroit et dans le même service. Donc lui, ça a été très compliqué. Parce qu'il avait peur d'être mal vu par ses collègues, parce qu'il arrivait dans un endroit qu'il ne connaissait pas, et qui voulait faire une intégration normale et on va dire à peu près classique. Donc on avait réussi à la rassurer en lui disant que le bouquin sortait en décembre, qu'il avait 6 mois, et 6 mois pour être le plus transparent, pour faire partie du syndicat, pour qu'il prépare un peu le terrain et qu'il en parle, parce qu'on savait que ça allait pas être facile. Et avant que le bouquin sorte, les représailles ont commencé, juste après. Le jour de la sortie. Oui, la semaine d'avant. Parce que forcément, on a un devoir d'information. Donc, alors, toi, tu l'avais vu parce que tu étais déjà sorti. Mais moi, il a bien fallu que je prévienne quand même ma hiérarchie que j'avais écrit ce bouquin. Là, pour le coup, j'ai fait 15 jours avant. Et j'en ai envoyé un. Comme ça, je me suis dit, pour peu qu'ils se perdent, pas beaucoup de gens le liront et on va nous laisser tranquilles. Mais bien évidemment, le commissaire qui a reçu, donc qui avait Christophe dans son service depuis 6 mois, lui, il a été mis au courant très vite, parce qu'il était clairement mis en cause dans le livre. Et du jour au lendemain, on lui a expliqué qu'on allait lui mettre un major. Il était chef de brigade, parce qu'il a 20 ans de boutique. Et on lui a expliqué qu'on allait lui mettre un major qui n'aimait pas la matière des mineurs, qui voulait partir, donc c'était en gros positionné là le temps qu'il prenne sa retraite, mais comme il avait des heures sup au compteur, comme je sais pas, il devait avoir 1000 heures sup au compteur, ça voulait dire qu'on allait mettre un major qui n'était pas compétent, qui n'aimait pas la matière, qui allait rester à peu près 1 an opérationnel, et puis qui ensuite allait pas être là pendant 1 an parce qu'il allait prendre ses heures sup avant de partir à la retraite. Et donc là, c'était la mise sous cloche de Christophe pour bien le cadenasser, le contrôler, le surveiller, avant même que le bouquin soit sorti. Et donc là, il y a eu des grosses tractations avec son commissaire, et on a obtenu gain de cause. Le major n'a pas eu son grade à cet endroit-là, et ils ont récupéré quelqu'un d'autre, mais ça a été une semaine assez intense, donc je pense vraiment que la peur qu'il avait, elle était fondée. Et aujourd'hui, c'est tous les jours qu'il faut se battre, et il a réussi, je pense, à passer ce cap-là, parce que dans les premiers mois où il était là, il a vraiment pris son rôle de chef de brigade, et qu'il a remporté l'adhésion et la confiance de ceux qui étaient dans sa brigade, et c'est eux qui l'ont porté et qui l'ont soutenu pendant ces mois-là. Après Serge, Serge, il s'est fait virer. Serge, c'est le premier témoignage. Hein. Oui, alors Serge, il est à la base retraité. Donc, et manifestement, il a une grande expérience, hein, et on sent effectivement le temps qui est passé. Et moi, ce que j'ai trouvé remarquable dans son témoignage,
Déjà, il dénonce il y a longtemps des faits de corruption, donc il s'attaque, et puis c'est une personnalité forte, on sent bien ça, etc. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui cherche des solutions, tout le temps, et qui va se former aussi bien dans le métier de policier, mais aussi de manière universitaire, alors qu'il a quoi au départ, un BEP, il a même pas le bac, etc. Et il va se retrouver même à un moment donné à manager des gens qui ont bac plus 8, bac plus 12, etc. Je signale quelque chose d'intéressant qu'il a voulu initier, c'est le poste de DCPP, de délégué à la cohésion police-population, et qu'il va mettre en œuvre, c'est à Marseille je crois. Il l'a créé pendant qu'il était à l'INEJ et il l'a mis en place en fait en étant à Toulon. Voilà. Et c'était le poste qu'il occupait en tant que réserviste. En souhaitant que ça se développe partout sur tous les territoires de France. C'est ça. Parce que on va donner la parole à la salle, si vous voulez bien, oui. Parce que j'imagine qu'il y a des questions. Juste pour terminer sur Serge, du coup il était en ce qu'on appelle la réserve opérationnelle chez nous. Donc ça veut dire qu'après la retraite, ils peuvent continuer de travailler un certain nombre d'heures par mois. Et après la sortie du livre, la DTSP du Var lui a dit non, on ne renouvellera pas votre contrat, donc vous n'aurez plus d'heures parce qu'on n'a pas confiance en vous. C'est parti au théâtre, tout ça. Alors, et juste pour préciser pour Serge, parce que merci d'avoir souligné son rôle de délégué cohésion police-population, parce que non seulement il a créé ce poste de manière théorique, on va dire, avec cette équipe de chercheurs qui supervisaient, mais derrière il a mis en place en pratique depuis 2015, donc ça fait déjà 8 ans, et actuellement il fait de la prévention d'assassinat. C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les règlements de compte entre trafiquants. Lui il est au courant avant que ça se passe, grâce à son réseau de connaissances implanter les quartiers, comme j'expliquais un petit peu c'est la même méthodologie que j'ai appliquée moi dans ma carrière. Et c'est pas grâce à un logiciel prédictif. Pas du tout, non, au contraire, c'est grâce au fait maillage territorial, à la connaissance de tous les citoyens qui lui font remonter les problématiques. Et donc là, il fait de la prévention d'assassinat. Donc moi, je trouve que c'est très noble, en tout cas pour lui, de finir sa carrière avec toute son expérience, ou d'arriver à faire de la police sans répression. Je trouve ça assez beau quand même. Voilà. Voilà, on va donner la parole à la salle. Je vais juste vous demander quelque chose. C'est que, est-ce que au sein de tous les corps de police que vous connaissez, est-ce que les policiers ont conscience qu'il y a un gouffre qui n'a pas cessé de s'agrandir justement entre la police et la population ces dernières années? Bon. Alors, voilà, je veux dire, vous connaissez les slogans extrêmement violents. Vous avez parlé des suicides dans la police. Vous vous souvenez, il y a une période, je crois que c'était dans les Gilets jaunes, où on disait aux policiers, suicidez-vous. Suicidez-vous. Ça fait mal quand même, non? Ce genre de choses. Mais ils ont conscience de ça, mais ils n'ont pas encore conscience du fait qu'ils sont instrumentalisés par la politique. Voilà. On en est à la période de... on a vraiment un problème on sait qu'on a un problème avec la population, ils en souffrent beaucoup. Ils savent qu'on ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent et qu'on ne leur donne pas les moyens, mais ils n'ont pas encore compris que par la politique du chiffre, ce sont eux qu'on instrumentalise et que finalement c'est le dernier rempart entre la police et le gouvernement, entre la population et le gouvernement. Et je dirais même plus que les policiers actuellement, du fait des tensions, de l'animosité, en tout cas, il peut y avoir même du fossé, moi je dirais même un gagnant actuellement. On parlait de fossé déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy, on n'a pas nécessairement arrangé les choses. Qui est l'initiateur de la politique du chiffre. Tout à fait. Non. En tout cas, c'est lui qui l'a largement. Il l'a poussé. Il a largement bénéficié, mais pour être précis, c'était même une loi de finances de 2002, en fait, c'est le New Management Public qui mettait en place des objectifs chiffrés pour évaluer l'action des politiques publiques. En France, et au-delà d'ailleurs de la police. Il est ministre du budget à l'époque où il était. En 2001, non, c'était la gauche de Jospin pluriel qui était là, et lui il prend les rênes du ministère de l'Intérieur en 2002. Voilà. Donc il a déjà cette loi qui est votée, et lui il a largement bénéficié. Et après il y a les RGPP qui se mettent en place, donc les révisions générales des politiques publiques, et c'est en fonction et c'est là où on commence cette histoire de budget, et c'est parce qu'on parle des budgets qu'on en vient à cette évaluation Voilà, tout ça pour dire que pour finir après, il y aura une question, mais
au-delà de l'incompréhension de ce fossé qu'il peut y avoir, c'est aussi une perte de sens. Parce que les policiers qui sont envoyés par exemple dans des secteurs pour mettre des amendes pour des consommateurs de stupéfiants, ils savent très bien que ça ne sert pas à grand chose parce que c'est pas ça qui va résoudre le problème éventuellement d'une consommation problématique de la personne qui interpelle, mais surtout ça ne va pas réguler le trafic, ça va pas. Et ils le disent, sauf que les syndicats font pas le relais. Voilà, et du coup c'est vraiment une perte de sens au-delà de, on va dire, de subir l'agressivité au quotidien. C'est aussi pour eux-mêmes de ne pas se retrouver au service de la population comme ils l'avaient envisagé au départ. Je vais pas demander, mais il n'y a pas les RG ce soir dans la salle. Non, je sais pas, le monsieur qui est là-bas avec les lunettes. Vous auriez pu, vous. Je vous ai vu arriver à la fin, madame. Bonjour. Merci et puis bravo pour tout ce dont vous témoignez. J'aurais une question. Il y a quelques années, avec des copines Rosie, donc je ne présente pas les Rosie, et puis qui dansent dans le manif, de différentes organisations, syndicales, ATTAC, mouvement pour la justice sociale et climatique, différents syndicats, voilà, on se retrouve. Et plusieurs d'entre nous en avaient marre d'entendre tout le monde déteste la police. D'autres, au contraire, parmi nous, les Rosy, le criaient, ce slogan. Et on s'est dit qu'on avait envie d'en parler ensemble et avec d'autres. Donc il y a quelques années, mais le Covid a arrêté tout ça, il y a quelques années, on s'est réunis au sein d'une librairie, café-librairie, Le Grain, à Clermont-Ferrand, avec une personne de l'Amnesty International, avec un substitut du procureur à la retraite, et puis les gens militants, pas militants, enfin voilà, tous ceux qui s'intéressaient à cette question-là et qui avaient envie d'échanger, de débattre, et aussi avec une question, quelle police nous on veut ? Et comment on peut en parler avec des policiers. Et comment on peut échanger sur ce que vit chacun de son bord. Alors, moi, vous n'avez quand même pas expliqué, M. Darmanin, ce qui est gros. Le problème dans notre rencontre, alors moi, ma spécificité aussi, c'est que non seulement je suis militante, mais que j'ai un fils flic. Voilà, donc c'était aussi une particularité intéressante dans le débat. Mais on peut être flic et militant. Oui. Voilà, parents de flic, enfants de flic, bon, voilà. En fait, le problème, c'est qu'aucun policier n'a pu venir. Ah, ils sont pas droits. Voilà. Non, mais le titre, en fait, à l'origine, la loi de l'Omerta, c'était pas du tout nous, ça c'est l'éditeur qui a dit ah bah non. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. Parce que ce bouquin, on l'a écrit pour les flics, en fait, à l'origine. C'est pour leur dire voilà, ce que vous vivez, ce ne sont pas des situations qui sont particulières, elles sont générales, elles sont partout sur le territoire. Arrêtez de penser que vous êtes tout seul dans votre coin. Et c'est de leur montrer que les petites actions qu'ils font, elles mènent. Entre guillemets, à des conséquences qui les dépassent beaucoup plus largement. Mais les flics, on leur donne pas le droit de parole. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que, alors bon là, il y a un policier qui est venu, mais qui était dans la foule incognito et qui n'a pas ouvert la bouche tellement il avait la trouille. Et pas la trouille des gens là, mais la trouille des renseignements généraux. Et en fait, le Covid est venu là-dessus, ça a tout arrêté, puis on n'a pas redémarré, on s'est dit, mais on ne peut pas donc. On ne peut pas initier une démarche comme ça, puisque aucun policier, ou alors si des policiers à la retraite. Oui. Ou des policiers bénévoles aussi, hein. Dans le cadre de mes engagements associatifs, il y a eu le collectif citoyen et policier dans un premier temps, mais ensuite c'était la CPJ, l'Agora des citoyens, la police et la justice, que j'avais contribué à mettre en place. Et là, c'était des policiers bénévoles sur leur temps de repos qui venaient pour échanger
avec voilà, quel que soit le format, que ce soit avec des jeunes ou avec toujours sous couvert. d'autres. Mais en tout cas, à ce moment-là, moi j'étais policier, il n'y avait pas de mission officielle et autres, et on avait quand même tous peur du devoir de réserve, de cette transgression-là, etc. Et effectivement, c'est un réel problème qu'on ne puisse pas échanger directement avec des policiers, et y compris de manière officielle. Je veux dire, quand on fait une demande d'un commissariat, c'est très très compliqué d'avoir un policier qui vienne échanger, parce que ça fait pas partie de la culture, encore une fois, de l'ouverture vers l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est regrettable, parce que ça pourrait permettre justement de mieux se comprendre, mieux se connaître, et c'est quand même très, très utile pour assurer la sécurité de tout le monde et pour faire en sorte que ça se passe pour le mieux, quoi. Et les rares qui le font, dans les écoles ou autres par exemple, sont ceux qui sont spécifiquement choisis et où ils ont, c'est pas ce qu'on appelle nous les mallettes de formation, mais c'est quasiment, il ne faut pas déroger entre guillemets de la doxa et de ce qui est dit. Donc le faire, et je pense que même dans le travail associatif, si on ne prévient pas qu'on fait partie de cette association-là, on peut avoir un problème. Je pense que, après j'aime bien faire des rapports entre les policiers et les gendarmes, mais je pense que chez les gendarmes là-dessus ça doit être la même chose. Dans les rapports avec la population, de toute façon, on sait que si on dit quelque chose qui ne va pas dans ce qui est communément admis, le fameux devoir de réserve. À titre d'exemple, pour vous montrer le niveau d'omerta en fait, de la police, y compris sur ces questions-là, où on se dit naïvement pourquoi les policiers ne pourraient pas parler avec la population, ça serait bénéfique, etc. À Évry, donc, dans le 91, dans l'Essonne, un commissaire est intervenu dans une réunion publique à son initiative, suite à des violences qu'il y a eu entre policiers et jeunes, et notamment une mère de famille qui avait reçu des gaz lacrymogènes, alors que bon, C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans. Et donc lui, en réunion publique, il prend courageusement la parole en disant je m'excuse pour la gêne occasionnée, parce que ça n'aurait pas dû arriver. Dans votre situation, vous n'étiez pas délinquante, vous n'étiez pas ciblé par l'action policière et autres. Et il y avait sa chef, donc la directrice départementale qui était là. À l'issue de la réunion, il a été buté gentiment à la nuit ailleurs. Et on a trouvé ça inadmissible qu'il prenne cette position-là, parce que pour sa chef, c'était trahir la police, c'était trahir les engagements policiers, que de donner du crédit à des critiques de la police et autres. Donc on en est là en fait, dans la mentalité et la culture en interne, c'est qu'on ne prône clairement pas assez, ou même pas du tout, le dialogue, y compris quand c'est nécessaire, dans une logique d'apaisement. Parce que pour le coup, sa prise de position courageuse dans un quartier qui est les Tarterets à Corbeil-Essonnes notamment, c'est quand même connu pour être des endroits un peu difficiles, on va dire, pour l'action policière. Ça a eu un réel impact, c'est-à-dire que tout de suite les gens ils ont dit regardez, le chef il a dit qu'il s'excusait, donc c'est bon, on a eu sa parole, ça apaise, ça fait redescendre la tension. Donc de fait, les policiers en première ligne, les gardiens de la paix et autres qui sont au contact directement de l'animosité, il y en a un peu moins, donc tout le monde est content en fait, ça fait moins de blessés, moins de violence et autres. Et pourtant, ce commissaire a décidé. Le saut du Fantaga, c'est valable pour tout le monde, hein. Gardien, officier, commissaire, on est tous au même. Et c'est regrettable parce que ce soit dans la relation police-population, même dans la prévention du suicide, ce qui marche en fait, c'est la libération de la parole et le dialogue. Donc il n'y a pas 50 000 solutions, je veux dire, dès qu'on met en place ce genre de dispositif, ça améliore tout de suite la fluidité, ça fait redescendre la tension, c'est la désescalade en fait. Et la désescalade par exemple de la violence, c'est un gros mot encore de la police, parce que dès qu'on dit désescalade, mais tu te prends pour qui, espèce de bisounours, nous c'est la violence légitime et c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, parce que c'est une faiblesse, je pense aussi pour eux. Alors que finalement, par la parole, et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire, c'était le premier livre quand je l'ai écrit, c'était vraiment dans l'optique de me dire si on permet aux gens de rentrer dans notre quotidien et dans notre univers, ça va permettre de comprendre. Et s'ils comprennent, ils seront peut-être plus tolérants par rapport à ce qu'on peut mal faire ou autre. C'est vraiment cette approche-là. Et ça, on le fait pas assez. Et les gendarmes le font très bien. Ouais. Les gendarmes, ils sont bien meilleurs que nous en communication. Et nous, on veut pas parce qu'on veut pas être pris en faute et parce que la police n'a pas le droit à l'erreur. Mais ça, c'est dans les textes. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça aussi, ça en soi, c'est un vrai problème, le fait de ne pas avoir le droit à l'erreur. Bien évidemment, l'erreur elle est humaine, quand ça arrive, et plutôt que de reconnaître ses erreurs et de travailler dessus pour ne pas les recommencer, on cherche les responsables, mais on ne cherche pas à ne pas recommencer les erreurs. Donc ça, c'est un vrai changement de paradigme aussi. Moi, j'ai 3 questions. Oula!
Absolument. Ok. Vous les faites toutes en même temps ou on peut y répondre? Je vais les faire, ça va être rapide. La première,